Alors avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité pour cet événement. Donc le plaisir est pour moi en fait. Je vais vous présenter des exercices de prospective qu'on a menés dans mon laboratoire, qui ont été entrepris il y a quelques années et qui se poursuivent grâce à la collaboration qui est nouée avec Sabine Garabédian et Olivia Ricci du CIEMOI. Donc avant de commencer, je voudrais juste poser un peu le cadre de la modélisation prospective, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, et surtout préciser qu'en fait, c'est des outils qui permettent d'explorer des scénarios d'avenir possibles, des systèmes qu'on peut étudier. Et ce n'est pas de la prédiction, donc on ne dit pas ce qui va arriver au vu d'un passé sur des longues dates, etc. On explore différentes hypothèses d'une évolution d'un système, donc les hypothèses qu'on pose nous-mêmes, qui peuvent être ambitieuses ou non, qui peuvent reposer sur des technologies, par exemple, qui existent ou n'existent pas, sur lesquelles on envisage un avenir possible. Et au vu des scénarios qu'on étudie, on essaie de discuter un peu la réalité de cette évolution de système et les entraves qu'il peut y avoir, les obstacles qui peuvent être menés. Donc en gros, éclairer pour demain les conséquences des choix, des décisions qu'on peut prendre aujourd'hui, car ça a forcément un impact sur toutes les décisions futures. Donc, par rapport à ces outils de modélisation prospective, il existe de nombreux modèles en fait, qui ont été développés pour représenter les systèmes énergétiques, qu'on classe généralement en deux familles. Donc, les modèles top-down, qui sont plutôt des modèles macroéconomiques, qui représentent le système de l'économie dans son ensemble, et qui représentent sur une représentation, on va dire, des technologies et du système énergétique, nettement moins désagrégés, donc on est plus sur les grands indicateurs macroéconomiques. Et il y a donc parmi ceux-là, il y a les modèles MEGC, donc il y aura peut-être dont vous connaissez peut-être un peu plus aussi. Et il y a toute une famille de modèles bottom-up, qu'on appelle bottom-up, qui sont, eux, pour le coup, vraiment basés sur une désagrégation très fine et très élevée des composantes énergétiques, des composantes technologiques des systèmes. Donc on a des modèles d'optimisation, des modèles de simulation, et en gros, l'exercice que je vais vous présenter, il se place dans cette catégorie des modèles d'optimisation bottom-up. Donc parmi ces modèles d'optimisation bottom-up, il y a également plusieurs types de modèles. Et celui sur lequel je travaille plus spécifiquement fait partie des modèles de la famille TIMES. Et TIMES, en gros, c'est un générateur de modèles qui a été développé dans le cadre de l'EDSAP. C'est un programme développé par l'AIE dans les années 70. Donc, on a fait toute une famille de modèles. Et tous ces modèles reposent sur une même base mathématique. Et en fait, ce qui va changer par rapport à l'étude de ces modèles, ça va être le périmètre géographique qu'on peut y observer. Donc, ça peut être du local, du national, du mondial, européen, par exemple, ou tout le continent américain, si on veut. Donc, ça va déterminer, et les données qu'on va y rentrer dedans, qui déterminent notre périmètre géographique, fait la différence entre tous ces types de modèles. Donc, c'est des modèles de programmation, d'optimisation sous programmation linéaire, dont l'objectif est de minimiser le coût total du système qu'on étudie sous contrainte, donc déjà une satisfaction de la demande, donc des demandes énergétiques qu'on souhaite, qui sont à réaliser sur un horizon temporel déterminé. Ça, pareil, c'est l'utilisateur qui va déterminer. Donc, c'est des modèles assez flexibles. Donc, ils satisfont donc, les demandes, ça c'est la base. Et ensuite, toute une série de contraintes et d'hypothèses qu'on va poser sur ce modèle, qui peut être des contraintes technologiques, des contraintes de ressources ou des contraintes environnementales. Alors ça, c'est important en fait, de le garder en tête parce qu'en gros, du coup, ce qui va ressortir par rapport au scénario qu'on va poser d'évolution de notre système, ça va se faire par rapport à une compétition, on va dire, entre des coûts de technologie et des coûts des ressources. Et ce que le modèle va chercher à faire, c'est de minimiser notre système, donc de répondre à nos contraintes de demande, nos contraintes environnementales, nos contraintes de politique, et déterminer le pool de technologies qui va être choisi en minimisant le coût. Donc ça, c'est important de le garder en tête pour comprendre un peu le fonctionnement de ce type de modèle. Donc c'est un équilibre partiel, il ne concerne que le secteur énergétique. On n'a pas d'implémentation du coup des autres secteurs de l'économie. On n'a pas d'impact sur l'emploi, etc. C'est vraiment basé sur les technologies, sur l'activité de notre système et les ressources qui sont liées au système. Donc, comme je disais, c'est basé sur une large base de données, une large représentation de toutes les technologies qui vont constituer notre système énergétique, très désagrégé. Pour chaque technologie, on a un pool d'hypothèses et de paramètres, de caractéristiques techniques qui sont intégrés. Donc les efficacités, les coûts des technologies, les coûts d'investissement, etc., les niveaux d'émissions et durée de vie des technologies. Et donc qui permettent d'avoir une représentation assez fidèle par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le système en activité. Donc ces modèles représentent du coup toute la chaîne, alors soit énergétique, soit électrique. Ça c'est pareil, c'est flexible en fonction du modèle qu'on va représenter, qui peut aller de la phase d'extraction ou de potentiel d'énergie renouvelable qu'on peut avoir.
jusqu'à toute la transformation et jusqu'à nos usages finaux, par exemple les besoins en éclairage, les besoins des industries, en énergie bien sûr, les besoins en transport qui peuvent être représentés. Donc ça c'est pour vous représenter un petit peu le cadre général dans lequel on se place pour l'analyse de tous nos systèmes. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est le modèle qu'on a développé sur La Réunion, qui a été fait dans le cadre d'une thèse au CMA par Mathilde Druino, et donc qui a initié tout le travail qu'on a pu faire sur la transition énergétique et sur le développement du système énergétique de l'île de La Réunion. Donc, comme vous le savez, c'est un territoire insulaire qui est isolé, qui est assez faiblement maillé, donc ça je vous apprends rien, qui est assez faiblement maillé, qui a de forts potentiels en énergie renouvelable, et donc qui avait, donc le cas dans lequel on se place, c'est qu'il y avait un objectif d'autonomie à 2030. Donc ça, on s'est posé là-dessus, on s'est interrogé de se dire quelle pourrait être justement la transformation du système par rapport à l'existant pour atteindre cet objectif-là. Donc voilà le modèle en gros le système en gros qui est représenté, où on a donc les ressources qui sont implémentées, donc les imports d'énergie fossile, parce que comme vous savez, il n'y a pas de ressources fossiles sur l'île, donc c'est que des importations, un potentiel de renouvelable assez important. Ensuite, tout ce qui est transformation de ces énergies pour arriver à la production d'électricité. Donc, dans ce système-là, sur l'exemple que je vais vous montrer ici, il n'y a que le système électrique qui est représenté. On a fait des développements après pour y intégrer également d'autres secteurs, mais là, ici, c'est que le secteur électrique, avec une transformation et ensuite transport et distribution jusqu'à l'usage qu'on va en faire. Et donc forcément, après, tous les paramètres de coût du système et les caractéristiques de nos centrales, des modes de production. Et on en ressort les consommations. Donc, comme je vous disais, pour atteindre ce système, il fonctionne en satisfaisant nos demandes. Donc, on a des scénarios qui sont représentés pour représenter la demande en électricité de l'île de La Réunion et également une demande qui a été intégrée en plus dans le cadre de l'autonomie en véhicules électriques. Donc, le secteur transport n'est pas implémenté. Par contre, on a intégré dedans dans les demandes la demande en véhicules l'électricité qui va du coup, le besoin d'électricité qui va résulter d'une implémentation d'une intégration sur du coup, le réseau de véhicules électriques. Donc ça, c'est en gros le schéma général du système de La Réunion. Donc on est parti sur... alors, il commence en 2008. Donc on a une image en 2008 du système électrique de l'île de La Réunion, avec le mix électrique qui était principalement composé de charbon, avec une part importante également d'hydro, de bagasse et un petit peu d'énergie renouvelable. Donc ça, on est parti sur cet existant-là. On l'a implémenté dans le modèle. Donc, ce qui en sortait, c'est qu'en gros, on a cette décomposition qu'on a comparée ensuite avec les données réelles. Et là, vous pouvez voir qu'on n'est pas trop loin de ce qui ressortait. Alors, on a juste une distinction en ce qui nous concerne entre charbon bagasse et charbon. Donc, on revient à peu près au même, mais les comptes ne sont pas exactement... leurs pourcentages ne sont pas agrégés de la même manière, mais on est arrivé plus ou moins à une représentation assez fidèle du système électrique de La Réunion pour 2008. Poser une fois que cette radiographie, en fait, cette image de La Réunion en 2008, ce qu'on a développé, c'est différents scénarios d'évolution de ce système pour arriver à notre horizon temporel de 2030. Donc on a posé des hypothèses qui sont basées sur les potentiels de modes de production qui peuvent être intégrés en plus, des potentiels en énergie renouvelable qui pouvaient être déployés ou non, sachant que sur ce premier scénario, on va dire de base, business as usual, le scénario de référence, on a toujours l'import d'énergie fossile. Donc on a posé ces bases-là, on a une tendance jusqu'à 2030, et maintenant ce qu'on cherche à faire, c'est développer des scénarios qui permettent d'atteindre l'autonomie énergétique. Donc on a intégré différents scénarios. Ah oui, là j'ai oublié de dire, on a les potentiels de renouvelables du coup, donc comme je vous disais, là je vous les montre. Les potentiels de renouvelables qu'on a intégrés avec le niveau actuel et au dire des discussions qu'on a pu avoir avec les acteurs sur l'île. Donc quand la thèse a été menée, il y a eu une visite de tous les acteurs qui étaient liés à la production énergétique, qui ont permis de renseigner tous ces éléments-là. Donc ça, c'était en rencontre avec les différentes centrales, les acteurs régionaux, qui ont permis d'alimenter les potentiels, alimenter en données du coup des potentiels du modèle. Donc ça, c'est un peu les potentiels qu'on a intégrés dans le modèle, avec tous les potentiels renouvelables et des capacités de stockage également électriques qui étaient liées du coup à l'intégration des énergies intermittentes. Donc ce cadrage était fait. Ensuite, donc comme je vous disais, on a un scénario de référence où en gros, on plafonne à 35% d'énergie renouvelable sur tout l'horizon si on ne fait rien. En gros, si on n'a pas d'incitation particulière à soutenir une filière renouvelable ou une renouvelable ou en technologie,
intégrer, installer de nouvelles technologies spécifiques ou soutenir une filière spécifique de ressources, biomasse ou autre, on plafonne à 35%. Donc on est loin de l'autonomie électrique si on ne fait rien. Donc on a essayé de voir quel pourrait être, en fonction des focus, des incitations sur différentes ressources, quels pourraient être les impacts que ça peut avoir sur le système. Donc on a développé différents scénarios. Donc il y a un premier scénario qui est donc pour tous, on a un potentiel maximum, 100% ENR, ça c'est l'objectif. Donc ça veut dire qu'on arrête les importations d'énergie fossile. On doit faire avec les potentiels qu'on a. Donc on a un premier scénario 100% ENR où on a un large déploiement du solaire, donc là minimum de 300 MW en 2020. Et ensuite, on a fait des scénarios alternatifs où on va soutenir par exemple l'énergie des mers ou des scénarios de rupture. Je vais vous faire un par un plutôt. Donc sur PV-OCE, on a plus de solaire encore, c'est focus sur le PV. Donc on arrive jusqu'à 700 MW de potentiel et énergie marine, 150 MW d'énergie marine qui peuvent être installés. Un scénario de rupture qui dit en gros, on a du potentiel géothermique sur l'île, qui est une partie sur la Silésie. Il y a également du potentiel éventuel sur la plaine des Sables, qui n'est pas exploitable au vu de la protection du parc naturel. Là, il y a une incitation forte politique qui dit si on exploite et on fait de la géothermie. Et donc rupture également, parce qu'on se dit il y a de la bagasse, il y a de la canne sur l'île, on ne met que de la canne énergie, et c'est l'exploitation à 100% pour l'énergie. Donc ça, c'est un scénario très fort, mais très fort politique, en se disant on atteint l'autonomie énergétique et électrique à travers ces scénarios-là, et on voit un peu ce qui se passe. Au niveau de la demande, donc on a une demande avec une maîtrise de la demande électrique qui est renforcée, donc je vais vous montrer après ce que ça donne, et le développement du véhicule électrique. Donc sur la demande, on a un niveau de demande médian, donc ça c'est les données d'RTE, qui nous disaient on a un niveau d'augmentation de la demande jusqu'à 2030, et là on met en place également des mécanismes de maîtrise de cette demande, que ce soit par des technologies d'efficacité énergétique ou alors par des actions de sensibilisation à la consommation d'électricité, qui fait qu'on a une limitation de l'augmentation, on va dire. Donc associé à ces potentiels et ces soutiens de ressources, on met également une maîtrise de la demande. Donc les scénarios que je vais vous montrer ont été tournés avec une action sur la demande également. Donc une fois qu'on a ce contexte, voilà, qu'est-ce qui se passe au vu des mix de production électrique sur l'île. Donc on a différents... Donc là, vous voyez le mix électrique sur les différents pas de temps. Donc là, je vous ai mis 2020 à 2030. Et en fonction des scénarios qu'on a pu, des incitations qui ont été faites sur telle ou telle filière, on voit qu'en fait, on a des résultats assez contrastés, notamment en termes de à partir de quand on sort réellement du fossile, puisque l'objectif, c'est 2030. Mais à partir de quand, là c'est le modèle qui détermine en fonction de la minimisation du coût, à partir de quand on va sortir, on va arrêter les importations, et on voit que la fin du charbon et la fin du pétrole, elle ne survient pas au même moment en fonction des filières renouvelables qu'on va soutenir. Et donc là, plus en détail, parce que là, vous avez un peu de mal à tout voir en même temps, je vais vous les faire un par un. En gros, sur le scénario ENR, où on soutient principalement le solaire, ce qu'on voit, c'est que là, pour ce scénario, on a de la géothermie sur la Silésie. Ensuite, on a également de l'éolien, on a du solaire et on a des énergies marines, mais pas forcément dans une large ampleur. On a par contre un large développement de la biomasse dès 2025 et disparition du pétrole après 2020 et disparition du charbon après 2025. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de ce mix-là, si on soutient ces filières-là, c'est un peu les temps à partir duquel on pourrait commencer à vraiment arrêter les importations, les choix d'investissement, à partir de quand ils se font pour vraiment atteindre cet objectif. Donc là, c'est sur le scénario ENR. Maintenant, sur le scénario où on soutient les énergies des mers et encore plus de potentiel solaire. Alors là, on voit que c'est un peu différent quand même. Donc déjà, il n'y a plus de géothermie, donc c'est plus rentable par rapport aux filières qu'on va soutenir. Donc il n'y en a pas qui sort. On a un mix ENR qui arrive après 2015, donc qui est plus rapide que dans le scénario précédent. On a un large développement de la biomasse également, mais dès 2020. Et là, il y a une intégration également. Il y a de la canne à sucre, mais il y a également de la canne énergie qui est utilisée pour atteindre cet objectif-là. On a un déploiement plus important du solaire et de l'énergie thermique des mers, 30% du mix. Bon, après, c'était soutenu par rapport à ma politique. Et on a également on n'a plus d'éoliennes qui, du coup, en fait, il y en avait au départ parce qu'elles étaient installées et elles ne sont plus remplacées, qu'elles ne sont plus rentables par rapport aux filières qu'on a soutenues. Donc ça, c'est important à voir par rapport aux décisions et au soutien de filières, décisions politiques qui peuvent être faites. Donc ça, c'est si on soutient donc, le PV et l'énergie thermique des mers. Et dans mon scénario de rupture, où on met de la canne 100% énergie, on permet l'exploitation de la géothermie sur la plaine du sable, et bien là on voit qu'en fait, elle n'est pas rentable finalement. Donc même si on a l'autorisation d'aller exploiter ce potentiel de géothermie, vu qu'on a la canne énergie
qui est exploitable, et bien en fait, ça va être surtout cette filière-là qui va ressortir pour arriver à l'autonomie électrique. Donc il n'y a pas de géothermie. Et le pétrole, par contre, il est encore présent en 2020. Donc ça veut dire qu'on peut retarder également la fin des imports plutôt, du pétrole et du charbon. Donc là, vous voyez qu'en fonction des scénarios, des filières qu'on va soutenir, on n'a pas du tout les mêmes choix d'investissement qui vont être faits sur la durée, ni les politiques à inciter pour arriver à ces résultats. Mais par contre, c'est des choix, sur celui-là notamment, c'est des choix politiques assez forts. Alors, on est allé un peu plus loin aussi, en se disant que dans certains scénarios, on voyait qu'on avait quand même pas mal d'énergie solaire. Qu'est-ce qui se passerait si on voulait vraiment déployer plutôt le solaire? Bon, alors l'éolien, on a vu que ce n'était pas forcément très rentable. Imaginons qu'on veuille soutenir ces énergies-là. On s'est demandé à un moment, parce qu'il y avait la limitation. Alors, on est parti sur le 30%, donc j'ai vu que c'était 32%, que c'était une première en France d'arriver à 32% d'intégration d'énergie intermittente sur le réseau grâce à la batterie NAS. Là, sur ce scénario-là, on est à 30%. C'était l'ancien, j'avais pas mis à jour. C'était l'ancienne limitation où, en gros, le gestionnaire de réseau considérait que si on dépassait les 30%, il n'arrivait plus à gérer un réseau d'une manière suffisamment fiable par rapport à leurs critères de fiabilité des réseaux et de satisfaction des fournitures de services électriques. Du coup, il y avait une limitation de 30%. Donc là, c'est ce qu'on a intégré. Donc on a intégré cette limitation de 30% de renouvelables sur le scénario où on soutenait le solaire et l'énergie des mers. Et un scénario juste, donc ça c'est le PV au CE30, donc c'est le même que tout à l'heure. Mais en plus, on dit, on reste quand même à 30% maximum d'intégration des énergies intermittentes, donc celles qui sont variables. Et un scénario, donc le 1-30%, c'est toujours cette règle des 30%. Mais alors du coup, sur le soutien du solaire, c'était un petit peu quelque part en conflit, parce qu'on disait qu'on ne peut pas être plus que 30%, mais en même temps, il y a un potentiel massif de solaire. Donc on réduit la voilure et on réduit un peu une contrainte solaire un peu plus forte en se disant qu'on ne peut pas finalement en déployer autant que ça. Donc on est toujours après en maîtrise de la demande, etc. Donc si on intègre ces 30%, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit qu'il y a un mix qui change finalement un petit peu par rapport à ce qu'on trouvait, notamment avec la grosse explosion de la biomasse. Alors plus en détail, sur le PV-OCE avec cette limitation de 30%, alors c'est celui qui change finalement un peu le moins, on a la production solaire qui, malgré la limitation du potentiel, passe de 17% à 14%. Sur cette contrainte de limitation de 30% d'énergie intermittente sur le réseau fait réduire de 3 points la production solaire. On a une légère augmentation de la production biomasse, donc qui passe de 45% alors qu'elle était à 42%. Par contre, il n'y a pas de modification sur le reste du parc en général. Et là, le pétrole et le charbon est encore présent après en 2020. Je vais assez vite vous m'arrêter si vous voulez qu'on fasse un peu plus de détails. Et ensuite, sur le scénario intermittence 30 à 30%, et on laisse après le libre choix du modèle en dehors de cette potentiel de solaire qui est un peu réduit, là pour le coup, on a 7% de solaire sur le mix électrique. Par contre, on arrive à 48% d'exploitation de la biomasse pour produire cette électricité. Un recours plus important du coup du charbon et biomasse, donc on a aussi du charbon bagasse qui reste un peu plus longtemps, développement plus important des énergies thermiques des mers, et là le pétrole, donc toujours en 2020, mais par contre on a du charbon jusqu'en 2025 sur ce scénario-là. Donc en gros, tout ça pour dire, donc vous avez vu un peu les différents scénarios qui ont pu, donc suivant la politique qu'on va pouvoir mettre en place, l'incitation qu'on va mettre en place sur les différents choix techniques et de ressources qui vont être mis en place sur les scénarios, on voit qu'on arrive quand même à des différences assez marquées sur les conditions de mode de production de l'électricité sur l'île. Donc du coup, autour de ça, ce qui nous permet d'alimenter ces scénarios, en gros, à quoi ils servent, c'est pas de dire il va se passer ça en telle année, à telle année, etc. Mais c'est de mettre en avant les limitations et les choix qui doivent être faits au vu de ces défis-là. Donc, au terme de quand on analyse un peu tous ces scénarios, ce qu'on peut discuter, c'est que face à ce changement en fait, de mode de production d'électricité et ce gros défi d'autonomie à 2030, on peut se dire du coup quel mode privilégier. On voit que finalement on arrive toujours à atteindre cet objectif-là. Les coûts vont être différents en fonction des différents choix qui vont être faits. Et quel mode privilégier? Mais ça va dépendre aussi des choix politiques qui vont être faits sur une filière particulière. Et le choix qui va être fait sur une filière va impacter le choix des autres
des autres composantes de la production électrique. Donc il est important de la décider de manière concertée au vu de l'ensemble du mix qui doit être fait. Donc il y a ces modes-là à privilégier. Il y a quand investir. Du coup, à partir du moment où on se dit on va investir, il y a des étalements d'investissement qui ne sont pas les mêmes en fonction des choix qu'on va être fait. Donc ça doit aussi entrer en ligne de compte dans les volontés en fait, d'arriver à cette autonomie à 2030, à partir de quand on va investir. Et la conception des politiques énergétiques, des mesures incitatives, doit être faite en concertation de ces choix qui vont être décidés. Et également, la maîtrise de la demande électrique, elle va fortement impacter, parce que si on continue à avoir, là j'étais en maîtrise électrique renforcée, etc. Mais si on n'atteint pas également ces objectifs de réduction, de limitation, d'augmentation de la demande, on n'aura pas forcément les mêmes choix techniques qui vont être faits derrière. Donc il y a également, ça doit être fait également en discussion avec les actions sur la demande. Donc il y a des choix techniques qui doivent être faits, mais qui doivent être faits dans l'ensemble du système de production et qui va jusqu'à la consommation. Donc qui doit être fait à ce niveau-là. Et qui inclut également, donc là j'en ai un peu parlé, mais ça rejoint un peu la question de l'intermittence et de la gestion du réseau, c'est la gestion de la pointe. Parce que ce qui ressort avec la gestion de la maîtrise de la demande électrique, c'est se dire en gros on va installer des capacités de production qui permettent de répondre à des pointes. Donc la pointe, si on a une courbe de charge, en gros, c'est la consommation électrique qu'on va avoir sur une journée. Donc, quand on utilise tout ce qui appelle à l'électricité. Donc, on a une courbe de charge sur toute la durée et qui fait des pics en fonction des moments très importants où on va tous consommer en même temps. Donc, en général, c'est le midi et le soir. Et donc, du coup, cette gestion plus on a un pic qui augmente, plus on va devoir installer des capacités de production qui permettent de répondre à ces pics, à ces augmentations. Même si on va l'utiliser que sur un petit moment de la journée, il va falloir installer. Et du coup, ça induit des coûts d'investissement par rapport à l'installation des modes de production. Donc, du coup, d'avoir un questionnement, une gestion aussi de cette maîtrise, une gestion de cette pointe, ça permet aussi d'avoir une discussion sur quel type de mode de production on va installer et à quel niveau. Donc, c'est aussi d'avoir un investissement moins important de mode de production. Donc là, c'est sur le mode de production spécifique. Ensuite, en ce qui concerne la forte participation, donc l'intégration des énergies renouvelables intermittentes, il y a toute la question donc, de la fiabilité du réseau qui se pose. Donc en fait, l'exercice qui avait été développé autour de ce modèle-là, ce modèle en fait avait été construit à la base pour tester justement la fiabilité des différents réseaux électriques et se dire à partir du moment où on intègre un peu trop d'énergie intermittente, le réseau devient moins fiable, d'où la limitation de 30%, 32%. Et donc ça va impacter fortement la question de l'intégration de l'éolien ou des énergies intermittentes ou du solaire. Et donc d'arriver à un niveau le plus important d'intégration pour pour pouvoir utiliser en gros le potentiel renouvelable de l'île. Donc il y a cette question de l'approvisionnement, de la fiabilité du secteur électrique, du réseau électrique qui doit être questionné également. Et donc là, ça appelle complètement la question du stockage. Donc là, on a dit, là j'étais à 30% d'intermittents maximum. Là, comme on a dit, maintenant on est à 32% sur l'île grâce à la batterie NAS qui a été mise en place, qui est en expérimentation et qui maintenant est en opérationnel. Donc on arrive à 32%. Donc ça veut dire que plus on va développer des batteries, etc., il y a encore de la recherche à faire pour perfectionner, donc on n'est pas encore à une maturité technique par rapport à ça, mais il y a tout un travail à faire dessus pour aussi permettre d'intégrer de plus en plus d'énergie intermittente. Par contre, ça appelle également du coup des travaux d'infrastructure et des coûts des technologies qui sont aussi plus coûteuses et que sur nos choix technologiques, ça va forcément impacter sur les positions et sur les choix qui vont être faits sur l'évolution des modes de production. Ensuite, là, ce qui n'est pas forcément aussi très représenté, mais qui appelle aussi à une discussion, c'est toute l'intégration des énergies décentralisées et qui peuvent également apporter une orientation sur la façon dont on va construire le mix et notamment répondre parce qu'on a un système qui est très peu maillé, qui est sujet aussi, si jamais il y a un problème sur la ligne, il n'y a pas forcément de voie de secours. Et donc, il y a tout un travail aussi qui peut être fait, une réflexion qui peut être faite et du développement qui peut être fait sur les énergies décentralisées, avec un autre mode de gestion de ces réseaux, sachant que sur notamment les territoires qui n'ont pas un accès maximum, on va dire, à l'énergie, il y a pas mal de réflexions qui se font là-dessus en se disant que nous, on est sur des modes de réflexion, de gestion, de penser des modes de production qui sont basés plutôt sur du centralisé. Et tous ces territoires où on a des exercices, des implémentations de gestion décentralisée permettent d'apporter un nouveau modèle qui vont en fait servir aussi d'exemple et sur lequel on va apprendre beaucoup sur la gestion de nos réseaux électriques. Donc ça, c'est plutôt sur l'architecture en général des réseaux.
Et pour le recours massif de la biomasse, parce que vous avez vu que en général, elle était quand même assez présente dans quasiment tous les scénarios. Et sur certains scénarios, on avait une explosion de l'utilisation de la biomasse, voire ça allait être le recours principal de ressources pour produire de l'électricité. Mais c'est pareil, cette utilisation de la biomasse, elle appelle à des gestions du potentiel qui doivent se faire d'une manière soutenable, en disant qu'il faut gérer ce potentiel sur un mode maîtrisé, et en disant qu'il ne faut pas tout exploiter d'un coup, il faut penser dans le long terme. Donc, pas forcément déployer ça tout de suite de manière très importante. Il faut avoir une gestion de la ressource qui doit être réfléchie et raisonnée. Donc, avoir du coup les potentiels réels, à combien est-ce que ça pourrait être suffisant pour atteindre ces objectifs-là. Et tout l'avenir des filières, là, c'est au niveau, on a dit, sur le scénario de rupture où on avait de la gestion, on avait de la biomasse, énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a la question de la filière, sucrière, puisqu'on arrête complètement, donc là, c'est plutôt économique derrière, c'est-à-dire comment on va gérer après ces filières économiques qui sont liées autour de ces ressources-là. Et ensuite, alors là qui apparaît peu, alors dans le modèle, on avait une partie de valorisation des déchets qui ressort quasiment pas du tout. Et en fait, là, par contre, ça peut être aussi un enjeu qu'il faudrait réfléchir et qu'il faudrait exploiter, qui est la valorisation énergétique des déchets, qui manque. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Enfin, pas de réflexion, il y en a sûrement, mais ça ne ressort pas forcément dans beaucoup de scénarios. Et il n'y a pas forcément de politique forte de gestion de ces déchets qui pourraient être valorisés d'un point de vue énergétique et qui pourraient représenter une source importante, et notamment en gestion de biogaz, etc., mais qui pourraient même servir après pour l'autonomie énergétique de l'île, du coup. Pas que. Et du coup, ce n'est plus une question, par exemple, de véhicules électriques, mais il pourrait également y avoir une gestion des véhicules, du parc véhicules en nouveaux carburants, etc. Donc voilà, c'était un peu pour vous donner un petit panorama des réflexions qui sont permises grâce à ces scénarios, et tous les enjeux qu'il y a derrière, qui en fait, finalement, ces scénarios apportent beaucoup plus de questions que de réponses qu'ils apportent. Mais justement, pour réussir à avoir une politique de mix, d'une autonomie de l'île, c'est tous les challenges qu'il faut répondre, et c'est souvent des questions sur lesquelles il faut se pencher. Ce n'est pas qu'une question technologique. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, des précisions, il y a du temps, je pense que je suis allée assez vite.